maternelle et de la surveillance fétale chez ces patientes. Et donc je vous propose pour commencer de répondre à deux questions. Donc la première qui va être... Ah oui, je vais essayer de ne pas bouger comme on est filmé, sinon vous allez avoir mal à la tête. La première qui est quelles patientes sont concernées par la surveillance échographique fétale dans le cadre des dysthyroïdies maternelles? Les patientes sous lévothyrox, les patientes qui ont des tracts positifs, les patientes sous néomercazole et ou les patientes qui ont des anti-TPO positifs. Et puis tout de suite une deuxième question pour enchaîner sur quand faut-il doser les tracts. Donc chez toute patiente qui est sous lévothyrox, chez toute patiente qui présentera un goitre maternel thyroïdien, chez toute patiente qui a une TSH effondrée ou chez toute patiente qui a des anti-TPO positifs. Et donc je vous propose de commencer par répondre à ces questions pour cibler les patientes qui nous concernent dans la surveillance échographique du fœtus. Et donc les patientes qui vont être concernées, c'est assez simple, parce qu'il y a deux catégories de patientes, qui sont les patientes qui vont présenter des anticorps antirécepteurs à la TSH positive, qu'on nomme TRAC en anglais, parce que parfois elles ont juste des TRAC, elles ne sont pas traitées, mais parfois elles sont également traitées par les antithyroïdiens de synthèse. Alors un petit rappel sur la maladie auto-immune de base d'eau. Donc la présence de TRAC, c'est le diagnostic positif pour une maladie de base d'eau. Ce sont des anticorps qui sont sécrétés par le système lymphocytaire maternel et qui vont avoir une action thyréostimulante sur la thyroïde maternelle, avec une sécrétion excessive d'hormones circulantes T3, T4, entraînant une hyperthyroïdie clinique, Et en raison du rétrocontrôle négatif, on va avoir une TSH qui sera effondrée chez ces patientes. Et donc la deuxième catégorie de patientes concernées, ce sont les patientes qui sont traitées sous antithyroïdiens de synthèse. Il y a deux grandes familles, le PTU et le néomercazole. Donc on en reparlera un peu plus tard. Alors, quand elles sont traitées, qu'elles sont connues, c'est assez facile, mais des fois, on sait très bien qu'en consultation d'obstétrique, en ouverture de dossier, on n'a pas forcément cette information-là. Et donc, quand faut-il penser à une maladie de base d'eau et donc quand faut-il doser les TRAC pour trouver nos patientes cibles? Alors, c'est assez facile quand elles ont un antécédent de maladie de base d'eau ou une hyperthyroïdie aussi parfois pas étiquetée parce qu'elles n'ont pas toujours ce nom-là derrière la tête. Et puis, pensez à poser la question si elles ont été traitées par antithyroïdiens, parce que ça, elles s'en souviennent parfois mieux que le nom base d'eau. Les patientes qui ont une cicatrice cervicale, pensez à leur poser la question si c'était dans le cadre d'une chirurgie faite pour une hyperthyroïdie, en dehors de l'adénome toxique, c'est pour un peu les détails, ou si elles ont été traitées par irathérapie. Et puis des patientes qui ont des signes d'hyperthyroïdie clinique, quel que soit le terme. Donc c'est souvent au premier trimestre, mais ça peut arriver plus tard dans la grossesse, il faut y penser. Alors pas doser les TRAC en priorité, mais faire d'abord une TSH. Et si on est devant une TSH effondrée, pensez à doser les TRAC. Alors les signes cliniques d'hyperthyroïdie, le plus fréquent, ça va être le goitre, déjà cliniquement, donc pensez à regarder le cou de nos patientes. Et puis pensez à la perte de poids excessive, au vomissement excessif, aux troubles du transit, les signes classiques d'hyperthyroïdie. Alors, pourquoi on va avoir à surveiller le fœtus chez ces patientes-là? Donc déjà, pour vous rappeler que ça concerne quand même c'est assez fréquent, puisque c'est à peu près une patiente sur 1500 qui va être concernée par la présence d'anticorps positifs, parce que je vous rappelle que c'est une maladie auto-immune, et même si elles n'ont plus de maladie de base d'eau évolutive ou qu'elles sont plus hyperthyroïdiennes cliniques, elles vont conserver d'ailleurs, même celles qui ont été opérées, une présence d'anticorps positifs. Et donc chez ces patientes-là, à peu près de l'ordre de 2 à 10% des fœtus vont être porteurs de complications thyroïdiennes chez le fœtus. Ça correspond à peu près à 15 000 nouveau-nés par an. Pourquoi? Simplement parce que les anticorps, comme tous anticorps, passent la barrière placentaire et vont avoir un tropisme aussi sur la thyroïde fétale. Et ça risque du coup d'entraîner un goitre hypothyroïdien, donc comme une maladie de base d'eau, mais chez le fœtus, liée aux anticorps maternels. Et les antithyroïdiens de synthèse, eux aussi, vont passer très facilement la barrière placentaire.
et vont avoir une action hypothyroïdienne chez le fœtus, entraînant du coup une hypothyroïdie iatrogène liée au traitement maternel. Il faut savoir que dans certains cas, mais très rares, les anticorps peuvent être inhibants sur la thyroïde fœtale, mais l'immense majorité des cas seront stimulants. Alors pourquoi c'est important de surveiller ces bébés? Parce que les conséquences sur le déséquilibre thyroïdien chez le fœtus peuvent être multiples et parfois graves. La première conséquence, c'est un trouble de croissance. Mais les fœtus peuvent faire un vrai syndrome de base d'eau fœtale avec une thyrotoxicose, une atteinte du myocarde chez le fœtus, qui peut entraîner une insuffisance cardiaque et parfois de manière non négligeable chez ces bébés qui vont être très hyperthyroïdiens, des morts fœtales in utero si on ne les prend pas en charge. Il y a aussi un retentissement, et on verra plus tard dans l'exposé sur la maturation osseuse. La dysthyroïdie fœtale peut entraîner un retentissement cérébral, on en reparlera aussi. Et donc, comme ces fœtus vont présenter des goitres, ils peuvent présenter également des complications mécaniques obstétricales en raison de la déflexion de la tête. Et donc, il faudra y penser aussi sur le plan obstétrical. Alors, comment on va les surveiller? Donc, le principe de surveillance primordial, ça va être de surveiller donc l'apparition d'un goitre. Et puis, on parlera des autres signes échographiques, mais on le verra, qui sont déjà trop tardifs et qui sont parfois subjectifs. Alors, pour parler de la thyroïde fœtale à l'échographie, je vous propose de commencer déjà par un petit rappel anatomique. Donc, on va s'intéresser à l'échographie, à une coupe axiale de la thyroïde qui va passer par ce plan-là. Et donc, on a des repères anatomiques assez classiques. Donc, ça va être juste derrière le tissu sous-cutané, en avant de la trachée. Et donc, cette thyroïde qui est formée de 2 lobes et d'un isthme, qui est de chaque côté bordé par les vaisseaux carotidiens. Et je vous invite, donc, qui est en dessous de la colonne cervicale et juste au-dessus de l'abouchement du début du thorax. Et je vous invite dès maintenant à repérer le cartilage cricoïde, situé juste au-dessus de la trachée, qui va être un très bon repère échographique pour le niveau thyroïdien qui sera juste en dessous. Et on va voir ça sur les vidéos en écho, simplement pour vous faire un petit rappel. C'est toujours, je trouve, une bonne aide pour l'échographiste ensuite. Alors, en échographie, on va avoir certaines contraintes qu'on connaît tous quand on veut aborder le cou, qui va être de dégager l'accès du cou du fœtus. Alors, des petits trucs. Déjà, on peut faire un abord antérieur, mais c'est vrai que c'est assez plus fréquemment un abord latéral, parce que le dos fœtal est souvent latéral, et rarement postérieur, mais ça arrive parfois qu'on soit avec un fœtus avec un dos postérieur. Et on va essayer de s'affranchir des cônes d'ombre des membres, qui sont souvent proches de la colonne cervicale. Donc on peut bouger l'épaule fœtale, essayer d'accrocher l'épaule fœtale pour mobiliser le membre, le coude aussi, tapoter sur le coude pour que le fœtus dégage son membre. Et puis il va falloir essayer d'avoir une déflexion de la tête pour ne pas avoir le cône d'ombre du menton. Et ça aussi, on a appris maintenant pour le corps calleux à les fléchir. En fait, avec un peu de... Quand on essaye, on arrive à trouver les bons endroits pour appuyer pour défléchir la tête fœtale. Ensuite, on va chercher nos repères échographiques ultrasonores. Et je ne sais pas si je vous montre tout de suite la vidéo, mais simplement pour vous dire qu'un très bon repère échographique d'emblée, c'est le cartilage cricoïde, qui va être un fer à cheval anéchogène au niveau de la zone de la trachée, et puis les arcs postérieurs des vertèbres et le corps vertébral avec nos vaisseaux carotidiens. Alors, j'espère que voilà, super, la vidéo part. Donc ça, c'est un abord antérieur, où en balayant, on va repérer très facilement la trachée anéchogène, le cartilage cricoïde qui va venir faire ce fer à cheval, voilà, juste là. Et puis on va balayer, descendre, et on va voir apparaître la thyroïde avec de chaque côté les plexus carotidiens. Et puis si on descend plus bas, on arrive sur le thorax. Donc ça, c'est sur un abord antérieur, mais plus classiquement, on est sur un abord latéral. Et donc on va repérer avec le Doppler les vaisseaux carotidiens de chaque côté, la trachée au centre, et repérer cette glande thyroïde. Et si on monte un tout petit peu au-dessus, hop, on voit le cartilage cricoïde là, qui est un très bon repère, puis la trachée, et ensuite on repère la glande thyroïdienne. Alors un petit truc, c'est toujours penser à fermer l'angle pour améliorer la définition spatiale de votre image.
Et puis pensez à jouer sur la dynamique, parce que des fois, effectivement, on a une meilleure résolution tissulaire quand on va faire varier la dynamique. Parfois, travailler avec une dynamique un peu haute, comme en mode cœur, ça aide pas mal aussi pour repérer les structures et faire la part des choses entre les structures osseuses postérieures, le corps, ici, les arcs vertébraux, et puis du coup, là, le cartilage cricoïde de la trachée, juste en dessous, la glande thyroïde qui apparaît juste là. Alors, une fois qu'on sait repérer notre thyroïde, la question va être, mais y a-t-il un goitre? Puisqu'on a dit que le principe de surveillance, c'était surveiller l'apparition d'un goitre. Donc là, c'est la même chose en TIU pour voir les images arrêtées. Donc je vous remonte la trachée centrale, le cartilage cricoïde qu'on repère vraiment très bien, les vaisseaux carotidiens de chaque côté. Et donc quand on descend et qu'on va sur une coupe un peu plus basse, on voit apparaître là cette thyroïde avec les deux lobes et l'isthme en avant de la trachée. Alors, pour savoir s'il y a un goitre, déjà, un bon petit truc subjectif, c'est la thyroïde est-elle plus large que l'arc vertébral, enfin le corps vertébral et les arcs vertébraux postérieurs? Parce qu'on sait que si la thyroïde est plus étroite que la vertèbre, on n'est pas en présence d'un goitre. Donc déjà, ça, c'est un critère subjectif assez sympathique. Et puis ensuite, on va mesurer sur cette coupe axiale le périmètre et le diamètre. Et on va le confronter aux courbes de référence. Donc, il y en a plusieurs publiées dans la littérature. Et Edith Villard en a publié une qui est disponible sur le site, sur des sites, enfin vous tapez Google et vous trouvez, mais sur le site du CFE, vous la trouvez aussi. Et donc on va aller mesurer le diamètre et le périmètre en faisant une ellipse qui va prendre en compte même la partie rétrotrachéale. Donc on sait que ce n'est pas que de la thyroïde, puisque derrière la trachée, il n'y en a pas. Mais il faudra aller faire une ellipse avec la partie rétrotrachéale. Et donc voilà les courbes de référence. Donc les trois auteurs qui ont publié leurs courbes qui sont tout à fait comparables. Et donc si vous ne voulez pas l'avoir sous le coude en permanence, mais on peut retenir certains chiffres. Donc le diamètre est de 1,5 AT2, enfin le 95e percentile. Donc si vous êtes en dessous, c'est bon. Donc en dessous de 1,5 AT2, en dessous de 2 AT3 en diamètre, c'est bon. Et en dessous de 4 cm ou 5,5 AT3 pour le périmètre. Et donc en présence d'un goitre, donc ici on repère de nouveau notre trachée, vous voyez que là la glande thyroïdienne est bien plus large que le corps vertébral, et donc on a mesuré le diamètre et le périmètre, et on l'a reporté sur les différentes courbes, que ce soit nos courbes françaises ou les courbes publiées dans la littérature, et on se trouve devant un goitre fœtal. Alors deuxième petit quiz, en cas de goitre, découvert chez une patiente qui est traitée pour sa maladie de base d'eau, donc elle a à la fois des anticorps et un traitement antithyroïdien de synthèse. Quelles sont les affirmations correctes? Donc seule la PSF permet de statuer sur le type de dysthyroïdie fétale. L'effet hypothyroïdien iatrogène des antithyroïdiens de synthèse domine le plus souvent sur l'effet hyperthyroïdien immunologique des TRAC. Les autres signes échographiques sont tardifs chez le fœtus dysthyroïdien. Et puis l'absence de craniosténose est-elle un critère rassurant pour dire qu'il n'y a pas de retentissement cérébral d'une hypothyroïdie fétale iatrogène? Alors, on va répondre à ces questions. Donc la question de la PSF, non. On a une autre façon d'aborder le type de dysthyroïdie, qui est d'utiliser la vascularisation tissulaire de la glande. Donc pour ça, on va utiliser un mode Doppler, que ce soit Doppler couleur ou énergie. On va l'utiliser uniquement en cas de goitre, parce que ça ne donne pas d'informations sur une thyroïde normale, en l'absence de mouvement de déglutition, parce que sinon il y a des artefacts importants. Et on va avoir à utiliser une PRF assez faible, avec des vitesses assez lentes, pour pouvoir justement chercher le gradient tissulaire central des goitres hyperthyroïdiens. Alors ça a été très bien corrélé par un joli papier Anapat Echo de 3 thyroïdes, une thyroïde normale, une thyroïde avec une hypothyroïdie et une thyroïde hyperthyroïdienne. Et on voit très bien à la fois sur les coupes anatomiques et sur le Doppler qu'on n'a pas le même signal, avec les goitres hyperthyroïdiens qui vont être très vascularisés au niveau tissulaire, alors que les hypothyroïdiens, la glande ne va pas être vascularisée, c'est le pourtour de la glande qui va prendre le Doppler. Donc on va chercher en présence d'un goitre, un goitre chaud, hyperthyroïdien, très vascularisé,
ou un goitre entre guillemets froid avec une vascularisation périphérique, avec ces exemples qui sont là. Et je vous rappelle, attention à la PRF, parce que si vous mettez une PRF trop haute, que vous vous intéressez aux vitesses très rapides, vous allez passer à côté de la vascularisation tissulaire de la glande et vous pouvez donc tout à fait avoir un faux négatif du Doppler parce que vous ne vous intéressez pas à au bon flux qui est en jeu dans ce type de vascularisation. Alors, en ce qui concerne les autres signes, donc on sait que la dysthyroïdie fœtale va entraîner des troubles de la maturation osseuse et on va s'intéresser pour les signes échographiques de maturation osseuse au genou du fœtus. Donc, 2 points d'ossification qui sont intéressants à connaître, qui sont les points de fémoral inférieur de Béclard ou tibial supérieur de Todd. Donc le fémur est ici, le tibia est là, et donc on a le point de Béclard, le point de Todd. Et on sait, ça a été publié dans plusieurs études, que le point de Béclard n'apparaît jamais avant 28, le Todd n'apparaît pas avant 34, et inversement, ils doivent être présents après 36 ou après 37. Dans la majorité des cas, plus de 95% des fœtus vont avoir, en cas de maturation osseuse normale, la présence de ces points d'ossification après 36 semaines. Donc vous voyez que c'est des signes tout à fait tardifs. En cas d'hyperthyroïdie, on va avoir une avance de maturation osseuse avec une visibilité trop précoce des points d'ossification, parfois visible dès 25 semaines. Et en cas d'hypothyroïdie fœtale, on va avoir un retard de maturation et donc ces points qui ne seront pas visibles à un terme où ils sont normalement attendus. Alors la majorité des fœtus, ces points apparaissent dès 32 semaines, mais c'est vrai qu'il y a une variation aussi d'un fœtus à l'autre, même en absence d'hypothyroïdie, ce qui fait ce signe, un signe qui est tardif et quand même peu informatif. Alors un autre signe intéressant de la maturation osseuse qui va être la craniosténose. Donc en cas d'avance de maturation osseuse chez les fœtus hyperthyroïdiens, on peut voir une fermeture de la suture comme ici sagittale, avec des fœtus qui vont avoir un PC conservé en taille, mais par contre une proéminence frontale, une anomalie de forme du crâne. Et ça a été bien corrélé dans la littérature au développement psychomoteur avec des fœtus qui vont avoir une atteinte psychomotrice en cas de craniosténose en raison de leur dysthyroïdie prénatale. Ça, c'est pour les hyperthyroïdiens. Les autres signes qui sont décrits, donc la mobilité fœtale, extrêmement subjectif. On sait que c'est plutôt l'hyperréactivité relative des hypothyroïdiens. Le retentissement cérébral, à part la craniosténose, on n'a rien sur le plan échographique. Et puis la fréquence cardiaque, où les fœtus peuvent être en tachycardie continue au-dessus de 160 dans les hyperthyroïdies. Encore une fois, ce sont des signes tardifs et on arrivera trop tard. Alors, un petit mot avant de basculer sur les diapos de synthèse pour vous redire aussi en ce qui concerne les traitements. Donc, une femme qui va avoir un diagnostic de maladie de base d'eau en tout début de grossesse qui nécessite un traitement, au premier trimestre, on va avoir tendance à mettre plutôt du PTU, malgré les complications maternelles plus fréquentes, en raison de la tératogénicité du néomercazole au premier trimestre. Mais par contre, il y a des femmes, et on voit ça tous les jours, qui ont des grossesses non programmées, qui vont avoir un début de grossesse sous néomercazole, le temps de switcher, on est à la fin du premier trimestre. Et donc, il va falloir aussi, dans la surveillance échographique de ces femmes, penser à la tératogénicité et rechercher les signes de complications fœtales liées au traitement au premier trimestre. Donc ça, je ne veux pas le détailler, ce n'est pas l'objet du topo, mais pensez quand même à chercher. Alors, l'aplasie du scalp à l'écho, c'est vraiment très compliqué. L'atrésie des Cohen, par contre, c'est accessible. Les soucis d'atrésie ou de fistule trachéo-œsophagienne, on peut quand même essayer de les chercher. Et puis, les anomalies de la face, du cœur, de la paroi antérieure et de l'œsophage, comme je vous disais, qui sont les principaux organes à aller vérifier chez une femme qui était sous néomercazole au premier trimestre. Alors, pour reprendre un peu, synthétiser tout ça, une patiente donc, qui est TRAC positif. On va la surveiller une fois par mois, rechercher un goitre. On va mettre du Doppler, on va chercher si ce goitre est chaud, lié à une hyperthyroïdie fœtale immunologique. Et on va du coup se méfier des retards de croissance. Je retrouve mon... Voilà.
Bon. Des retards de croissance, des avances de maturation osseuse et notamment la craniosténose. Pardon, je vais essayer de ne pas vous donner mal à la tête, mais il ne faut pas que j'appuie trop vite, je crois. Ça apparaît doucement. Voilà. Super. Des complications mécaniques liées au goitre, surtout au 3e trimestre, pensez aux dystocies. Et puis, si vraiment c'est un fœtus qui a un base d'eau fœtal important, pas oublier la décompensation cardio-myocardique avec des vrais fœtus qui sont en risque de mort fœtale in utero. Et dans ce cas-là, on va traiter la mère pour que le traitement antithyroïdien soit à visée fœtale. Une patiente qui a un base d'eau traité par antithyroïdien de synthèse, donc je vous rappelle que quand elles sont base d'eau sous traitement, c'est souvent le traitement qui pose souci finalement que les anticorps. On va aussi chercher la surveillance, chercher un goitre, chercher du coup une vascularisation périphérique qui signerait une hypothyroïdie, et ces complications en termes de croissance fœtale, de maturation osseuse. Les atteintes cérébrales sont du coup non explorables à l'échographie, puisque là on n'a pas de craniosténose pour nous aider, donc ça va être la durée, la profondeur de l'hypothyroïdie qui vont être corrélées éventuellement aux atteintes cérébrales. Et donc chez les femmes qui ont les deux, on va mettre en place une surveillance échographique dès 18 semaines quand elles sont traitées, ou 22 quand elles sont uniquement TRAC+, alors souvent on commence quand même à 18, et on va les surveiller une fois par mois, quel que soit le statut de la mère, parce que ça peut être une femme qui a été opérée d'un base d'eau, qui n'a du coup plus de risque, elle, de décompenser sur le plan maternel. Alors même celles qui sont opérées, les atteintes ophtalmologiques chez la femme TRAC+, sont possibles même après chirurgie, puisque c'est aussi les anticorps qui vont avoir une atteinte oculomotrice. Mais même si la mère est complètement stable, équilibrée depuis des années, il faut surveiller le fœtus chez une femme qui continue de porter des anticorps. Donc on surveille le goitre, on fait attention s'il y en a un au Doppler, on passe la main au CPDP si c'est le cas. Et puis, en cas d'hyperthyroïdie fœtale, on va commencer à traiter la mère pour diminuer ou augmenter son traitement pour diminuer l'atteinte fœtale. Et en cas de goitre hypothyroïdien, on va diminuer les doses d'antithyroïdien de synthèse. Et éventuellement, si elle est trop instable et qu'on ne peut pas diminuer ses doses, discuter d'injection intramniotique de lévothyrox. On va suivre sur des courbes comme celle-ci l'évolution de la taille du goitre, l'évolution du traitement qu'on aura modifié en fonction du goitre du fœtus, et puis on va voir que parfois on aura quand même besoin de recourir à une PSF parce qu'on sera un peu perdu dans quid de la part du traitement, quid de la part des anticorps. Surtout chez les femmes qui ont un base d'eau flambant avec une atteinte maternelle où on ne peut pas baisser les anticorps, pour pouvoir adapter la tolérance maternelle et la tolérance fœtale. Et donc, si on doit maintenir les antithyroïdiens de synthèse et quand même pour la mère et supplémenter le fœtus pour pouvoir savoir où on en est par rapport au traitement intramniotique. Et puis toujours penser au pédiatre et à la prise en charge postnatale, puisque les antithyroïdiens vont rester dans le sang du fœtus un certain temps, donc peuvent avoir des complications aussi pédiatriques, même si en prénatal c'était bon. Et pareil pour les TRAC, on sait qu'on peut avoir des stimulations des anticorps chez le bébé en postnatal pendant plusieurs semaines. Et donc on va avoir une coordination avec les pédiatres pour la surveillance de l'équilibre thyroïdien postnatal. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions...